Après sa descente en Ligue 2, le FC Metz a entamé un nouveau cycle. Départ, arrivée, l'heure est venue de faire une revue d'effectifs des Grenats. La reprise marque aussi le retour sur les terrains, avec une analyse des matchs amicaux de cette pré-saison. Nouvelle saison, nouvelle chronique, place au premier épisode de notre Rem historique, non sans une pointe de nostalgie. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau Graoli Mag. En effet, nouvelle saison 2024-2025. Alors descente en Ligue 2, oui, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on s'est tous un peu manqué. On a vu du sport tout l'été et on s'est dit qu'on allait continuer sur cette bonne lancée. Et s'il y a des choses qui ne changent pas dans le Graoli, c'est que cette émission, on l'a fait avec des invités, avec nos copains à tous. Et puis on va commencer avec Rémi Alésine. Salut Émeric. Qu'on n'a pas vu depuis de longues semaines. Ouais, bonjour à tous. J'ai fait une pause Jeux Olympiques, une pause enchantée comme tout le monde. Et on Une pause revient. sportive, Ouais, avec des médailles de partout. C'est ça. Très T'as content passé d'être un là. bon été? Ouais, très. Ça t'a manqué un peu? Oui, je vois qu'on t'a coupé ta table. Alors, je Ouais, sais pas bah, si c'était une restriction de budget c'est une restriction. avec la Ligue 2, mais en tout On cas, fait plus court, on met, c'est tout, dans plutôt le pas mal. on met tout dans le contenu après. Face à toi, ils sont deux. On va commencer avec un autre habitué de cette émission, c'est Stéphane Moliens. Ouais, salut Émeric, salut Rémi. Salut. Qui dit Jeux Olympiques dit Stéphane Moliens en général. Ben oui, On a les associé Paralympiques ça. qui arrivent dans 15 jours, donc Ouais. on est presque triste et en même temps on attend que les paras commencent pour revibrer de nouveau. On a vécu 19 jours exceptionnels. Et à tes côtés, un petit nouveau. Alors, il avait piqué une petite tête pendant la soirée du mercato d'hiver. C'était en février dernier. Et cette année, tu vas faire le plaisir de nous accompagner toute la saison. C'est Bertrand Antoine. Bonjour à vous, bonjour Émeric. Content de rejoindre cette petite famille finalement. Ouais, clairement, la famille du FC Metz, elle est grande, donc j'y étais pendant quelques années et je reviens dans un autre contexte. Je suis très heureux d'être T'as à vos parlé du côtés. bisutage Ouais, c'est vrai Pas que encore, normalement, je dirais. Rémi l'avait fait en plus. Tout le monde chante en plateau en général. Tu te mets là devant normalement et tu peux chanter. Pas à tout, mais je chanterai pas. Ah, dommage. Bon. Eh ben, si tu veux pas chanter, je te propose qu'on passe suite à la première partie de l'émission. On va parler de l'inside. Alors, messieurs, j'espère que vous êtes remis de ces dernières semaines de compétition sportive. En tout cas, les vacances ont été un peu longues pour certains. Et si vous avez manqué un peu ce qui s'est passé du côté du FC Metz, je vous propose de regarder ce petit résumé. Ah, l'été sera chaud. Mais on ne va pas faire les surpris. La météo du ballon rond avait annoncé de forts vents de changement pour cette trêve estivale du côté de Metz. Fraîchement relégué en Ligue 2, notre cher club grenat va devoir entrer dans un nouveau cycle. Encore. Pour cela, exit une partie du board. Acteur de la remontée en Ligue 1 mais aussi de la descente à l'échelon inférieur, Laszlo Bologna voit son aventure en tant qu'entraîneur se terminer après de longues semaines d'attente. C'est également le cas de Pierre Dréossi, qui ne sera plus le directeur du football, un poste qu'il occupe désormais du côté du Racing Club de Lens. Pour pallier à cela, le club décide de faire revenir Frédéric Arpinon. La première tâche de l'ancien milieu de terrain est claire, trouver un nouveau coach. Un nom a finalement retenu son attention, celui de Stéphane Lemignan, qui s'est engagé jusqu'en juin 2026. La tâche de l'ex-entraîneur de Concarneau est de jouer les premiers rôles en Ligue 2, mais se fera avec un effectif largement remanié, ou presque. 14 départs ont été enregistrés, dont celui de Georges Mikotadze, de retour à l'Olympique Lyonnais, Lamine Camara à l'AS Monaco, ou encore les départs conjugués de Christophe Herrel à Bodrum, en Turquie, Danley Jean-Jacques au Philadelphia Union en MLS, ou encore Kevin Endoram, en fin de contrat. Côté arrivée, le mercato est beaucoup moins actif. Si le club a finalement réussi à officialiser la prolongation d'1 an d'Ismaël Traoré, alors sans contrat. Ensuite, c'est Jesse Demaguet qui vient ouvrir le bal. Le milieu de terrain arrive en provenance du Racing Club de Strasbourg sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Ensuite, Frédéric Arpinon fait marcher son expérience à Génération Foot afin de faire signer 3 nouvelles recrues. Alpha Touré au milieu de terrain et les géants Papsi et Pape Moussa Fall, alors gardiens et attaquants. Entre départ en masse, nouvelles recrues, intégration des jeunes, Stéphane Lemignan entame ses nouvelles directives et déploie ses consignes. Sur le terrain, les Grenats font respecter la logique, que ce soit face à la jeunesse d'Esch, Villefranche, les Francs-Borins et l'ESV Wien Wiesbaden, mais marquent un premier coup d'arrêt face à l'UNFPFC à Sarreguemines. Ensuite, les Messins s'attellent à un défi plus relevé face au Torino, où les retrouvailles avec Saint-Symphorien tournent à la défaite logique. Enfin, la campagne estivale se terminera sur un match nul face à Amiens, futur adversaire en championnat. Des promesses, du changement et une préparation à finaliser
le tout avec des nouveaux maillots. Les premières réponses officielles devront attendre la réception de Bastia le 19 août prochain, lors de la première journée de Ligue 2 BKT. Alors voilà un peu tout ce qui s'est passé cet été du côté du FC Metz. Rémi, on va commencer avec un terme qui revient souvent ces dernières années au FC Metz, c'est celui de nouveau cycle finalement. Ouais, mais malheureusement, c'est qu'il est obligatoire à chaque fois le nouveau cycle. Un nouveau cycle, ça peut être vertueux dans la mesure où tu peux profiter d'une émulation positive pour revoir certaines choses. Mais au FC Metz, le problème, c'est que chaque descente est similaire dans la mesure où tout semble à reconstruire. C'est-à-dire que tu ne peux pas conserver l'entraîneur parce qu'il a mené son équipe dans le mur. Tu ne peux pas garder les garants de la direction sportive parce qu'ils ont mené le club dans le mur aussi. Donc tu es obligé de tout reconstruire. Ce qui est intéressant cette année, c'est que, on va en parler j'imagine, mais la reconstruction, elle est toute neuve. C'est-à-dire que l'entraîneur a tout approuvé au FC Metz. Ce qui n'était pas le cas d'Antonetti ou de Bologna qui sont venus à Metz avec un CV très bien rempli, avec une grosse expérience. Antonetti, prenons son exemple, vient à Metz pour un nouveau challenge, vient pas à Metz pour progresser. Stéphane Aumilian, c'est une progression de carrière. On peut penser qu'il peut profiter des infrastructures du pouvoir que représente encore ce club-là, structurel, financier par rapport à beaucoup de clubs de Ligue 2, pour exploser, pour devenir un entraîneur de très haut niveau. Par contre, il peut aussi se planter. Parce qu'un échec à Metz pour un type du profil de Stéphane Aumilian, bah c'est redescendre d'un étage. Donc la reconstruction, on repart de zéro avec cet entraîneur, pas forcément avec la direction sportive, parce que Frédéric Arpinon est quelqu'un qu'on connaît et qui connaît évidemment mieux que personne le contexte. Peut-être aussi garder certaines bases le contexte du FC Metz. Mais voilà, on est curieux, on a beaucoup d'attentes. Évidemment, on aurait préféré une continuité, c'est-à-dire un projet initié il y a 2 ans qui aurait continué, qui continuerait à fonctionner. Mais on va commencer ce mois d'août à une semaine du premier match de la saison avec l'espérance que ce nouveau cycle apporte quelque chose de positif. Alors avant d'écouter Stéphane Aumilian qu'on a rencontré cet été, je veux quand même te lancer un autre Stéphane, notre Stéphane à nous, sur justement cette direction qui est partie, la Sloboni, Pierre Drey aussi, finalement on s'y attendait, même si ça a mis pas mal de temps avant de se décanter quand même. Ouais, ça a mis pas mal de temps. Moi, je pense que c'est à eux deux. Ils ont représenté un petit peu toute l'opacité qui entourait ce FC Metz-là. Je trouve que à chaque fois qu'on a invité Laszlo Bologna ici, il a jamais dit 50% de ce qu'il pensait réellement. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le disait réellement. Et puis, Drey aussi, c'était pareil. On avait le sentiment qu'il y avait vraiment trop de choses qui n'étaient pas dites. Et en fait, ça donnait pas vraiment confiance dans ce FC Metz-là. Il s'est planté. Je pense que ces deux-là se sont plantés réellement parce que on n'a pas vu non seulement une équipe jouer au football, mais en plus de ça, qui semblait inéluctablement descendre à l'échelon inférieur. Et j'avais le sentiment que tout le monde le savait, et pas uniquement nous-mêmes autour de ce plateau, mais tout le monde, tous ceux qui suivaient le FC Metz le savaient, sauf les intéressés. Et c'est pour ça que ça nous laisse évidemment un goût extrêmement amer. Maintenant, comme le dit Rémi, on va repartir sur quelque chose qui est nouveau, avec des gens aussi plus jeunes, qui ont tout approuvé, et puis peut-être aussi avec cette barrière de la remontée immédiate, qui parfois est peut-être, je trouve, un peu trop haute, même si on l'a franchie. Mais je trouve qu'elle est parfois un peu trop haute pour nous, pour l'instant. Donc, est-ce qu'on aura du temps pour laisser du temps, non seulement à Stéphane Lemignan, mais aussi à l'ensemble du staff, à l'ensemble des gens qui œuvrent dans l'ombre dans ce FC Metz, pour reconstruire quelque chose de pérenne, et surtout qui nous permette de devenir enfin un vrai club de Ligue 1. Stéphane Lemignan qui pour le moment fait l'unanimité du côté des joueurs depuis cette préparation estivale. On l'a rencontré, comme je vous le disais tout à l'heure, cet été, et je vous propose d'écouter un peu un extrait de ce qui a pu se dire. C'est une question un peu particulière qu'on pourrait poser à la fin d'une carrière ou dans ce timing-là, mais ça peut représenter quoi le FC Metz dans votre carrière, justement d'entraîneur ? Moi, sur l'évolution, évidemment, c'est le plus grand club, celui qui a évidemment une notoriété en France, qui a évidemment une capacité d'infrastructure largement supérieure à ce que j'ai connu. Donc, on ne connaît pas l'avenir. Les entraîneurs, évidemment, c'est toujours très incertain. Il n'y a aucune visibilité. Il y a quelques mois, si on m'avait dit que j'allais m'engager avec le FC Metz, je ne l'aurais pas cru forcément. Donc voilà, il y a plein d'évolutions possibles. En tout cas, là, aujourd'hui, c'est une grande fierté d'être ici au FC Metz. Voilà, le football, évidemment, est un sport collectif. J'espère avoir ces idées-là, ces idées fortes qui m'ont été imprégnées assez vite par un entraîneur qui est à proximité, qui s'appelle Christian Gourcuff, que tout le monde connaît dans le football en France. Et dès 18, 19, 20 ans, j'ai été imprégné de ça parce que j'allais voir les séances, parce que je voyais son équipe jouer. Je trouvais qu'elle jouait bien, elle gagnait des matchs, parce que la finalité, c'est de gagner des matchs. Et lui, il gagnait les matchs, enfin ses équipes gagnaient les matchs en jouant bien. Et ça m'a
voilà, je suis resté là-dessus. Après, il y a eu des évolutions. Il y a d'autres entraîneurs qui fonctionnent très très bien, voilà, des entraîneurs qui sont les tops mondiaux, comme évidemment celui de Manchester City, Guardiola. Voilà, c'est des entraîneurs qui font jouer, qui pensent collectif. Et ouais, c'est la grande. Ma pensée, elle va là-dessus, évidemment. Bertrand, t'as vu réagir un petit peu dans cette interview-là. On sait que ce poste-là, t'es pas inconnu forcément, celui d'inculquer des choses dans ce métier-là. Qu'est-ce que tu vois un petit peu de ce profil de Stéphane Le Mignan dans ses premiers pas au FC Metz? Déjà, il a une vraie philosophie de jeu. Voilà, donc ça, je pense, c'est important pour les joueurs et puis, bien entendu, pour les supporters. Le plaisir de voir une équipe qui joue dans un stade de football, c'est quand même un plus. Maintenant, il l'a dit, il l'a souligné, on est à la recherche de résultats et dans ce milieu-là. Donc, j'espère qu'effectivement, il pourra corréler en fait cette philosophie. S'il s'inspire de Gourcuff, effectivement, c'est plutôt un jeu qui est de possession. On lui souhaite une réussite similaire. Hein. C'est pas n'importe qui. Ben, on nous le souhaite, effectivement, pour le club. Et par rapport à cela, effectivement, il arrive dans un contexte qui est nouveau pour lui. Donc, il va falloir qu'il s'entoure, on va dire, de choses qui lui permettent d'asseoir, on va dire, son projet. Mais bon, les retours sont plutôt positifs. Après, les résultats d'une préparation. Effectivement, on était parti sur quelque chose d'une dynamique très positive, un peu plus essoufflé, on va dire, à la mi-parcours et sur la fin de la prépa. Mais ça reste une préparation où les joueurs travaillent beaucoup. Donc, on va attendre les premiers résultats. Mais voilà, moi, je suis plutôt enthousiaste. C'est bien, c'est nouveau. Je rejoins Rémi et puis Steph là, sur leur discours en disant que c'est une reconstruction et puis on va être positif en espérant que le début de saison soit dans les attentes des supporters et puis du club et puis du coach pour que derrière la dynamique s'installe et puis qu'on joue les hauts de tableau en Ligue 2. L'autre partie justement de cet été, c'est le mercato et on va revenir avec toi Rémi sur les départs qui est au club. Il y en a eu énormément, il y en a eu 14 à l'heure actuelle. On va pouvoir regarder un petit peu dont certaines têtes d'affiche comme Georges Mikotadze, Lamine Camara, Christophe Herrel, Danlé Jean-Jacques qui est le dernier à être parti en direction de la MLS. Il y a eu des fins de contrat avec Marc-Aurel Caillard, Kevin Endoram, des joueurs qui sont de retour de près comme Didier Lamkelze ou peut-être aussi des surprises, Guillaume Ditch qui est parti s'engager du côté de la Belgique. Est-ce que ça t'étonne de voir, tous ces profils-là? Il y a quand même quelques surprises dedans. Alors, ils sont complètement tous différents. Hein. Il y a beaucoup d'histoires différentes avec tous les profils. J'ai été peiné, comme beaucoup, sur le départ de Guillaume Ditch, qu'on aurait pu croire, on aurait pu croire que le tournant de sa carrière serait arrivé en Ligue 2. Voilà, le contexte, nouvel entraîneur, nouveau cycle, on a parlé de nouveau cycle, nouveau challenge à un niveau qui aurait pu lui permettre d'émerger ou pas, parce qu'il aurait pu se planter également. Voilà. On pensait que la porte était ouverte pour que ce gardien s'installe. C'est pas le choix qui a été fait. On lui souhaite bonne continuation ailleurs. Après, il était important pour moi, on pourra parler des sommes si vous voulez, mais il était important pour moi de tourner la page Mikotadze le plus tôt possible, de tourner la page Lamine Camara aussi le plus tôt possible, pour que ces joueurs ne fassent plus d'ombre à quiconque au FC Metz. Alors la situation était plutôt claire. Hein. Mikotadze, au vu de sa saison, au vu de son Euro, on savait très bien que ce n'était pas un joueur qui allait rester en Ligue 2. On savait très bien que c'était un joueur dont il fallait maximiser la vente. Du point de vue personnel, on est très content de le voir atterrir dans un club qui lui tient à cœur, parce que c'est un joueur qui a tellement donné, qui a jamais réellement triché avec Metz, donc on lui fait évidemment le meilleur. Maintenant, au regard du tarif, dans l'historique récent du championnat de France, j'ai vu un Vitinha arriver à l'OM pour 32 millions, j'ai vu un Wai avec certes des références, c'est un très bon joueur arriver à Lens pour 30 millions. L'enveloppe pour Georges Mikotadze, un joueur qui a, en plus du FC Metz, en plus d'une demi-saison où il était le joueur majeur d'une équipe qui ne carburait pas du tout, dans un tournoi international, se permet d'être parmi les meilleurs joueurs. Voilà, en plus au poste le plus cher, le plus bankable du football, ça me paraissait un petit peu léger. Malgré tout, j'espère que ça va nous suffire pour reprendre les sièges en Grenade. Est-ce qu'on connaît les bons chiffres? Les chiffres de Georges sont connus, parce que vu que Lyon est coté en bourse, ils sont obligés de tout annoncer. Donc on est sur 18,5 millions avec jusqu'à 4,5 millions de bonus.
Donc on arrive à un chiffre à un peu plus 22-23 millions suivant les différents bonus. Et là, une Camara, c'est du 13,5 millions avec bonus aussi. Donc finalement, c'est un peu une question piège, mais est-ce que la différence entre un profil comme Nico Tadze et Camara, ça vaut seulement 5 millions d'euros? Il y a quand même des avis sur les réseaux qui sont un peu... qui sont un petit peu éteints à ce sujet. Ouais, moi, j'aime pas trop rentrer dans ces considérations de chiffres parce que je sais pas ce qu'il y a derrière les clauses. Aujourd'hui, il y a des dossiers épais comme ça pour toutes les clauses et puis les éventuelles reventes ensuite. Qu'est-ce qu'on prend pas en termes de pourcentage. Moi, je crois que par rapport pour revenir un petit peu à notre effectif et notamment les départs, le départ qui m'a le plus finalement surpris, c'est celui de Danley Jean-Jacques, parce que franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Déjà qu'une offre vienne comme ça des États-Unis. Et puis, j'étais presque convaincu que ce garçon-là, qui a déjà une expérience quand même de Ligue 1, alors qu'on lui prêtait pas du tout la possibilité de jouer en Ligue 1 à un moment, il a une belle expérience en Ligue 2 la première année, une belle expérience de Ligue 1 parce qu'il a été titularisé quasiment tout le temps. Et il se retrouve de nouveau en Ligue 2 avec, je crois, la possibilité de progresser vu le nouvel entraîneur qu'on lui propose. Il avait une base extrêmement solide en termes, à mon sens, de capacité à récupérer des ballons, à les se projeter, à courir beaucoup, un vrai soldat, comme on les aime les avoir parfois dans une équipe. Par contre, c'est vrai que techniquement et peut-être aussi dans le placement sur le terrain, il y avait certainement beaucoup de choses à améliorer. Mais peut-être surtout l'aspect finition aussi, qui était on est peut-être face à une des premières conséquences du projet que veut imprégner Stéphane Le Mignan. Parce que si effectivement on est sur un projet porté sur le beau jeu, si effectivement il veut s'inspirer de Gourcuff ou Guardiola, avec toute l'humilité qui est la sienne. Tous les entraîneurs qui commencent à changer finalement. J'imagine que Danley Jean-Jacques, malgré toutes ses qualités, était plutôt un joueur type profil Laszlo Bologna, c'est-à-dire bon soldat, carré dans une équipe qui défend, costaud, et ça a porté ses fruits la première année où on n'attendait pas du tout à ce niveau en Ligue 2. Et peut-être qu'avec Stéphane Le Mignan, ce profil-là ne s'intégrerait pas dans ce profil-là. Et si c'est la réponse, en tout cas, je suis content que le FC Metz se permette de faire des choix. Voilà. Après, si c'est pour d'autres raisons, peut-être c'est dommage. Je l'entends très bien, Rémi, mais je pense que de toute façon, au FC Metz, tu ne pourras jamais avoir des produits finis. C'est impossible. Donc en fait, tu auras toujours, et notamment avec un garçon qui semble être un formateur justement vers une volonté de cultiver les joueurs sur la notion de possession, de travail technique justement pour ce type de football. Je pense que Danley Jean-Jacques était carrément certainement en formation et dans une formation continue avec Le Mignan. Il a cette expérience de Ligue 2, ne peut plus être en formation, Steph. Pardon. À un moment donné, les bases du football, les bases techniques, Danley Jean-Jacques, il les a ou il les a pas. Mais il est tout jeune. On n'a plus le temps de progresser. Parce que Vitinha arrivé au Paris Saint-Germain avec Enrique. Pour moi, 6 mois plus tard, c'est plus le même. Mais Vitinha arrive avec des bases quand même très solide. Et je suis d'accord avec toi. Mais si tu regardes le truc, c'est qu'on est dans un paradoxe où on est. Alors, effectivement, dans un entraîneur qui prône la construction. Et il était marrant, le paradoxe, en conférence de presse, lors de la conférence de présentation de Stéphane Le Mignan. Il nous a parlé des émotions qu'il voulait transmettre, du projet de jeu. Et il y avait Hélène Schrub qui était à côté et qui a dit en fin de conférence de presse ne pas oublier que l'objectif du FC Metz, c'est d'être ambitieux, c'est de remonter. Oui, parce qu'on veut se placer comme un club de Ligue 1. Donc tu n'as pas forcément le temps de prendre Danley Jean-Jacques, qui a beaucoup de carences quand même pour le très haut niveau, techniquement, même si c'est un beau soldat, pour en faire un joueur clé de ton effectif. Je pense qu'elle est là, la clé. Et je ne peux pas reprocher aujourd'hui, si c'est le cas, à la direction technique et sportive du FC Metz de se séparer d'un joueur qui ne rentrerait pas dans les plans d'un joueur qui a décidé de jouer au football. Tu as soulevé un point important, Rémi, notamment au niveau de Stéphane Le Mignan, et j'aimerais te donner la parole, Bertrand, là-dessus. Construire un effectif avec autant de départs, ça doit pas être si évident que ça, même si tu arrives avec des idées, que tu vas inculquer des idées. On le sait, le FC Metz sera pas forcément un acteur majeur au niveau des arrivées, on en parlera un petit peu après. C'est compliqué d'investir au FC Metz, donc il faut forcément faire avec tes jeunes joueurs, avec ça, mais tu as quand même beaucoup de départs, ça doit pas être des étés évidents quand tu arrives justement dans des nouveaux cycles. Ouais, c'est pas simple. Après, effectivement, l'histoire du FC Metz, c'est s'appuyer aussi sur son centre de formation, même si effectivement ces dernières années, ça a été un peu plus compliqué. Et quand je vous entendais parler là, je pensais à Joseph Ndukidi, qui pour moi a un profil un peu similaire à Jean-Jacques Danley. Et du coup, d'avoir cette opportunité là pour lui, peut-être de s'exprimer, c'est peut-être un choix justement qu'a fait le coach après quelques semaines. Peut-être une opportunité aussi avec la revente. La vente, c'est une vente du coup pour Jean-Jacques Danley. C'est ça, c'est un transfert. Ouais. Transfert donc, 2 ans à Philadelphia Union et 2 ans en plus en option. Donc peut-être une opportunité pour le club. On sait la difficulté financière des clubs actuellement
toute la zone d'ombre qui entoure ou qui a entouré, on va dire, les droits télévision. Et donc peut-être cette opportunité de s'appuyer sur des jeunes du club. On a aussi Arthur Atta qui, pour moi, dans cette zone de jeu, peut tirer son épingle du jeu. Il l'a fait un petit peu, mais peut-être avec un petit peu plus de confiance ou alors de présence. Donc voilà, donc on a des jeunes qui pour la Ligue 2, je pense, peuvent être intéressants. Ça peut être un tremplin aussi pour eux, et puis de préparer l'avenir. Mais je rejoins Rémi, là, j'ai l'impression que ce discours-là, enfin, j'y étais pendant 16 ans, donc je l'entendais. C'est tous les 2 ou 3 ans, en général. Ah ouais, j'ai même l'impression que je l'entendais chaque année. Moi, j'ai le même conducteur que ceux qui étaient là il y a 3 ans. Hein. Voilà. C'est exactement le même, j'ai juste changé les noms. Mais après, mais Bologna, il a moins de promesses de bien jouer au foot, quand même. mais après, si Daniel Jean-Jacques, si tu veux, il a envie de partir, si le club il dit on s'y retrouve dans le transfert et puis que les Américains ils le veulent, bon voilà, si les 3 parties sont d'accord, il n'y a même pas de débat, quoi. Oui. On va revenir avec toi, Stéphane, juste sur une petite parenthèse. Alors, on sait qu'il y a encore peut-être des départs à venir. Et il y en a un qui a beaucoup fait parler cet été, qui en fait encore un petit peu, même si ça s'est calmé. C'est celui de Mathieu Hudol, visiblement, un joueur qui a quand même connu pas mal de clubs qui auraient été intéressés par le latéral gauche, le capitaine du club. Est-ce qu'on doit en arriver pour lui à se dire peut-être qu'il y a une opportunité? Il a montré qu'il avait le niveau Ligue 1. Est-ce que voilà, on peut comprendre peut-être, alors je sais pas si c'est le cas du joueur, mais que justement c'est cycle un peu infini, lui qui est là depuis longtemps, d'avoir des envies d'ailleurs. C'est normal d'avoir des envies d'ailleurs, t'as raison de le dire. C'est un garçon qui va retourner en Ligue 2 alors qu'il l'a déjà vécu pas mal de fois. C'est un garçon qui a bien plus que rendu des services et il imprime complètement ce maillot-là, quoi. C'est à lui tout seul presque. Je crois que c'est le garant finalement d'une institution. Donc, quant à ce statut-là, bien évidemment, les gens n'ont pas envie de le laisser partir. Et en premier lieu, un entraîneur qui arrive, puisque si tu as bien un relais sur le terrain à avoir, c'est lui. La deuxième chose, c'est que si on se met à la place du joueur, qui a certainement vécu une saison très compliquée l'année dernière, il a envie de se lancer dans un nouveau projet. Alors, peut-être lui, on l'a estampillé FCMS toute sa vie, mais ça... Lui, il n'a peut-être pas envie de le voir comme ça. Maintenant, quand on va dans un autre club, avec peut-être une revalorisation salariale, avec un bon contrat, etc., je pense que c'est sûr que ça fait réfléchir. Et puis surtout, quand on reste à l'étage supérieur. Donc, bien évidemment, moi, je me mets à la place du joueur, il y a peut-être une frustration. Maintenant, il y a un contrat. Il y a un puis contrat. Force est de constater qu'il y a aussi un aspect sentimental qui n'est pas à mettre de côté. Certainement, mais après, il y a aussi un discours présidentiel, clairement, devant les médias, qui l'a dit. Donc, est-ce que la possibilité de voir partir Mathieu Hudol ne va pas encore fragiliser la direction du FCMS? Eh bien, messieurs, on va pouvoir terminer cette première partie d'émission. Il y a encore pas mal de choses à évoquer, notamment les arrivées et les résultats des matchs amicaux. En plus, une petite chronique que vous allez pas mal aimer. Je vous propose de se retrouver dans quelques instants. De retour dans la deuxième partie de ce Graouli Mag estival et on va continuer un petit peu cette vague de mercato avec notamment les arrivées au club lyonnais, quelques-unes même si elles sont un peu plus rares que les 14 départs, il est vrai. Il y a 4 joueurs qui sont venus garnir les rangs de l'effectif de Stéphane Le Mignan. On a donc Jessie Deminguet en provenance de Strasbourg et 3 joueurs issus de Génération Foot, dont 2 qui viennent tout de même du RFC Serein. On a donc Papsi, Alpha Touré et Pape Moussa Fall. Je vais revenir d'abord avec toi, Bertrand, sur ce profil Jessie Deminguet. On parlait justement, c'était un peu le débat d'avant la pause du milieu de terrain, que ce soit avec Joseph Ndoukidi, Daniel Jean-Jacques. Là, on a quand même un joueur qui vient garnir le milieu de terrain, qui a un secteur qui a quand même perdu beaucoup de joueurs cet été. Le profil de Jessie Deminguet, c'est ce qu'il faut au FCMS finalement. Quelqu'un qui connaît le championnat de France, Ligue 2, Ligue 1, qui était pas très loin et qui a aussi envie de prouver qu'il a des qualités. Un garçon qui a de l'expérience. Donc, quand on parle des jeunes, c'est bien, mais il faut aussi un bon alliage avec l'expérience, parce que surtout sur la Ligue 2, je pense. Et ensuite, donc pour encadrer bien ces jeunes garçons. Et effectivement, alors, je dis peut-être des bêtises, mais il est pas loin trop de la région du coach, non, de naissance. Alors, il est né à Caen. Voilà, ouais, voilà. Donc, de tête. Le coach était pas très loin. Je sais pas il y a une connaissance du joueur avant le FCMS. Ce qui serait intéressant aussi quand on est entraîneur, il faut s'appuyer à un moment donné aussi sur des hommes. Donc voilà, ou pas.
parce que là je sais pas l'histoire et je sais pas comment il est arrivé, si c'est par la cellule de recrutement. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que son expérience doit nous apporter un plus. Et effectivement, dans ce secteur de jeu, surtout quand vous êtes dans un jeu de possession, le milieu de terrain, il est essentiel. Si on perd les ballons trop vite, bah, on se remet à courir après et puis on travaille plus défensivement qu'offensivement. Donc je pense que ça peut être un plus pour le Football Club de Metz. Stéphane, Jessie Deminguet, c'est un joueur, peut-être même la question aussi qui peut me fâcher, c'est un peu le type de joueur qu'on aurait voulu voir peut-être déjà la saison dernière. Mais carrément, mais c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est exactement ce profil de garçon qui nous manquait. Alors peut-être un niveau au-dessus en Ligue 1, peut-être, mais je pense que pour l'avoir vu notamment contre le Torino, avant qu'il se blesse malheureusement, mais il a été je veux dire, un régulateur au milieu. On sent qu'il se met à disposition de l'équipe pour faire tourner un petit peu la boutique. Et ça, avec sa patte gauche, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai envie de revoir un FCMS qu'on a toujours aimé et ce qu'on a toujours réclamé. Alors, certains diront Renaud Coad, etc. Moi, j'ai cette envie de retrouver des Julien Ferré. Alors, on l'a pas eu à Metz, hein. Ouais. Des Julien Ferré, des Benjamin Nivet, tu vois, des mecs comme ça qui avaient envie, des joueurs de club, tu vois, qui sont pas forcément une énorme notoriété, des gens qui ont envie de continuer à jouer au football avec ce plaisir, cette détermination, parce que c'est des charismatiques, tu vois. Voilà. Et je pense que pour encadrer les jeunes, encadrer aussi un FCMS renaissant, et au regard aussi de ce que le coach veut mettre en place, à mon sens, c'est complètement ce type de joueur qu'il nous faut. Dans les autres arrivées, Rémi, voilà, Génération Foot, on sait, est un endroit où on va souvent piocher des joueurs, mais là, il y a une petite différence peut-être par rapport aux autres années, c'est justement la présence de Frédéric Arpinon, qui, dès la présentation des joueurs, disait que c'est quelqu'un qui connaît très bien les joueurs qu'il a amenés là au FC Metz et qui sait ce qu'ils peuvent apporter. L'une de ses plus grandes qualités, en tout cas, c'est que la génération qui va arriver de Génération Foot, il est censé la connaître par cœur, puisqu'il a dirigé ce centre de formation. On sait tout le bien que peuvent apporter les joueurs de Génération Foot dans les équipes et dans les comptes du FC Metz. Lamine Camara, c'est le dernier gros chèque en provenance de Génération Foot, mais c'est pas que ça. Maintenant, il est important d'équilibrer un petit peu les arrivées, et pour le moment, on est, à mon avis, dans un trop grand déséquilibre. C'est-à-dire qu'on a 3 énormes paris avec les joueurs de Génération Foot, parce qu'il y en a qui réussissent. Il y en a quand même qui sont abonnés abonnés au FC Serein ou abonnés à l'équipe réserve. Ça, c'est pas forcément bon. Parce que Jessie Deminguet, c'est très bien. Mais ça suffit pas. L'objectif, au-delà du fait de développer du beau jeu, c'est de jouer les premiers rôles de Ligue 2. Le Ligue 2, c'est un championnat qui demande, j'allais dire encore plus que la Ligue 1. Je vais pas dire ça parce que j'exagérerais, mais c'est un championnat qui demande énormément d'expérience. Parce que si t'es pas prêt à assumer les batailles, qui sont pas forcément des batailles tactiques ou techniques, tu peux pas exister dans ce championnat-là. Jessie Deminguet, il a le critère, c'est-à-dire qu'il a la centaine de matchs. Il a la centaine de matchs à ce niveau-là, il a été bataillé sur tous les terrains, il sait ce que ça veut dire. Et il y a besoin de plus de joueurs de ce calibre. Alors, tu vas me dire qu'il y en a qui sont déjà là. Traoré, il est déjà là, il sait aussi ce que c'est les batailles. Mathieu Hudol, effectivement, s'il reste au club, il connaît aussi. Mais à un moment donné, sur le front du milieu, sur le front de l'attaque, il faut des joueurs qui soient prêts à ces batailles-là. Et les joueurs de Génération Foot, il y aura peut-être quelques bonnes surprises, il faudra aussi les intégrer. C'est souvent de grands paris. Donc sur le front de l'attaque notamment, moi j'attends de voir quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui est habitué à mettre des buts, quelqu'un qui est habitué à ça. On en a eu dans l'histoire récente du club. Je pense à des types comme Nicolas Fauvergue, qui sont venus par exemple en Ligue 2, qui n'a pas forcément marqué 15 buts, mais qui était hyper utile dans le combat. Et les joueurs autour, je crois que c'était Habib Diallo qui pouvait profiter un petit peu de toute l'activité que pouvait procurer Nicolas Fauvergue. Voilà. Donc pour le moment, je suis très content qu'on parte sur un nouveau cycle. Mais alors que le premier match de Ligue 2 arrive lundi, je suis un peu circonspect sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'arrivées dans un club qui, on nous a dit, se structurait pour, soi-disant, le rendre plus attractif pour des joueurs de calibre Ligue 1, Ligue 2. Donc pour le moment, je les attends encore. Encore pas mal de mouvements à venir, CS, notamment au niveau des départs. On sait à certains joueurs qui sont encore indésirables et dont on attend de voir partir aussi, peut-être pour pouvoir débloquer des dossiers au niveau des arrivées. On va revenir sur le dernier pendant de cet été. Ce sont les matchs amicaux. En effet, il y en a eu pas mal cet été. Je pense que les fans du FC Metz ont pu un petit peu se régaler. En tout cas, en partie, on va revenir sur les différents résultats de cet été. Ça commence par une victoire 4-0 face à la Jeunesse d'Esch. Ensuite, on a une victoire 3-0 face à Villefranche. Une victoire 5-1 face aux Belges de Framborin. Ensuite, direction les Allemands du SV Wien Wiesbaden. Victoire 2-0. Puis un premier accro face à l'UNFPFC 0-0. Une défaite
peut-être logique, mais pour les retours au Stade Saint-Symphorien, 3-0 face au Torino. Et enfin, un match nul qui a eu lieu ce week-end, c'était samedi, 1 but partout sur la pelouse d'Amiens. Bertrand, quand on voit ces résultats-là, tu le disais tout à l'heure, il y a 2 parties. Il y a une première partie où la logique a finalement été respectée, et c'est quand même assez rassurant de voir ça. On sait qu'il y a des équipes qui peuvent être surpris par des clubs qui sont sur le papier plus faibles ou plus petits. Et puis on est arrivé dans une deuxième phase où il y a eu le Torino qui était peut-être un cran au-dessus, et puis Amiens qui est finalement un des futurs adversaires du FC Metz. Oui, effectivement. Donc, avec tout le respect que j'ai pour les 4 premières équipes, peut-être que le niveau était pas suffisant, entre guillemets, pour rivaliser avec des clubs de Ligue 2 de haut de tableau, voire de Ligue 1. Parce que Après, l'objectif, c'était peut-être de trouver justement des automatismes, de mettre en place cette équipe qui est toute nouvelle avec un nouveau coach. Exactement. Donc ça peut être de toute façon, c'est toute une histoire de stratégie. Donc si les choix ont été orientés là-dessus pour gagner en confiance, pour mettre en place des choses, est-ce qu'on peut jouer sur le facteur plaisir, de jouer par plaisir, d'inscrire beaucoup de buts dans ce genre de rencontre, notamment au début des matchs amicaux, pour peut-être justement lancer une dynamique et une machine? Alors, je parlerai pas de plaisir, je parlerai de confiance. Je pense qu'effectivement, la confiance, elle est importante parce qu'elle permet après aux joueurs d'être plus libérés dans le jeu et aussi d'être un petit peu plus positif à l'entraînement, parce que quand vous êtes dans une spirale négative, c'est pas simple. Voilà, donc après, il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, le contenu de la préparation. C'est toujours un temps que les joueurs n'aiment pas, les coachs non plus, parce qu'il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup de travail athlétique. C'est vraiment là qu'on construit la saison. Donc, effectivement, peut-être que la charge de travail accumulée sur les semaines ou sur un pic qui est arrivé sur le match de l'UNFP ou alors le Torino. Bon, le Torino, on est quand même sur une gamme supérieure. 9e la saison dernière de Serie A, c'est un autre standing que le FC Metz. Et puis, même s'ils jouent avec la même couleur. L'UNFP, vous êtes sur des joueurs quand même qui sont bien préparés. Moi, j'ai suivi Désiré Zegbe qui était donc avec l'UNFP en préparation. Donc, et puis surtout des joueurs qui recherchent un contrat, qui ont à cœur de se montrer. Donc forcément, il y a une dynamique et eux, ils n'ont aucune pression de savoir en termes de résultats ou d'être dans l'équipe plus tard. Ils sont juste là justement pour bien se préparer et avoir un contrat. Voilà, donc après le dernier match contre Amiens, c'est la vérité peut-être de la Ligue 2, en tout cas qui arrive bientôt. Effectivement, peut-être qu'il y a encore des manques dans cette équipe-là, mais voilà, la préparation, elle donne des indicateurs. Après, rien ne remplace le championnat et la compétition, donc les premiers matchs vont être importants. Tu parles d'indicateurs, justement, Stéphane, on en parle un petit peu avant cette émission. L'indicateur, et tu l'as peut-être vu face au Torino, c'est justement ce jeu développé par Stéphane Le Mignon, qui même face à une équipe de Serie A qui était milieu de tableau l'année dernière, on n'hésite pas à jouer avec ce système hybride où on est à 4 défenseurs, mais on n'hésite pas à avoir des ailiers qui sont très très hauts, un Mathieu Udol ou Fally Kandé qui peut être à la place d'un Papa Diallo comme pouvait l'être l'année dernière, ou d'un Kofi Koho qui est aussi très haut devant. On n'hésite pas à vouloir proposer du jeu, même si en face l'équipe était quand même un adversaire costaud. À partir du moment où le coach arrive avec une philosophie, on va pas on va pas dire non, c'est parce que c'est le Torino, on va pas jouer. Voilà, non, je pense qu'il y a une volonté clairement affichée, et surtout par le fait que ça fait seulement un mois qu'il est là. Il faut que toute l'équipe, il faut que l'ensemble des joueurs puissent s'incorporer complètement dans ce nouveau projet. Donc clairement, l'ensemble des joueurs ont besoin d'avoir des repères, des certitudes, ce qu'on avait 0 l'année dernière, ce qui a fait cette saison complètement pourrie. Donc là, son idée, c'est très tôt de donner des certitudes aux joueurs et d'avoir des circuits de passe, d'avoir des déplacements qui soient cohérents, voilà, très tôt. Donc en fait, évidemment, et moi je l'ai vu, ce match contre Torino, j'ai trouvé franchement que, déjà, je suis d'accord avec le coach, le score était plutôt sévère au regard de la prestation messine. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, bien évidemment. On a senti qu'évidemment, sur un plan offensif, les plans de jeu n'étaient pas encore complètement Ce qu'on a vu, c'est qu'à partir du moment où le Torino a un peu a passé la deuxième vitesse, ça allait très vite de leur côté, et les buts sont arrivés sur des actions où ça Oui, mais on a fait des erreurs aussi défensives, notamment sur le premier but, où je pense qu'il était largement évitable. Bon, voilà, donc encore une fois, c'est des petits réglages qui doivent être faits un peu partout. Alors on pourra dire, oui, c'est le Torino, oui, 9e de Liga, etc. Moi, je pense que sur le match, c'était pas incohérent du tout ce qui a été proposé. Et je pense que tout le monde a vu qu'on voulait garder le ballon,
faire des choses intéressantes, faire des décalages, faire jouer un petit peu tout le monde, et puis surtout amener le ballon avec pertinence devant. Après, on n'a pas réussi toujours à le faire. Il nous manque certainement encore des joueurs devant pour imposer un petit peu plus de choses. Mais il y avait quelque chose, je trouve, d'intéressant dans ce qu'a proposé FC Metz. Alors je sais que Bertrand, je pourrais très facilement rebondir sur ce que je vais demander à Rémi, mais d'abord Rémi, c'est vrai que cette année, c'est beaucoup de jeunes joueurs aussi, et il y en a qui ont crevé l'écran. On pense notamment à Ibou Sané, qui est finalement le meilleur buteur dans cette période-là. Ça va être quelqu'un qu'on va devoir surveiller en attaque. On a aussi le jeune Morgan Bokele, on attend aussi beaucoup d'Arthur Atta, Joseph Ndoukidi, qui finalement a été plus souvent titulaire que Arthur Atta sur le papier. C'est aussi le moyen de voir ces jeunes émerger, et c'est ce qu'on attend cette saison. Et on l'attend dès le début de saison parce que moi, j'ai un discours sur les matchs de préparation où je considère que le résultat n'a finalement que très peu d'importance. Mais je considère que dans ces matchs de préparation, il est important qu'un attaquant marque des buts. Donc c'est pour ça que je suis très content que même si le FC Metz n'a pas affronté que des cadors, Torino et Amiens, ce sont des équipes largement de son niveau, mais je suis content qu'Ibou Sané ait marqué des buts. Peu importe l'adversaire. Parce qu'un attaquant, on a vu qu'il avait la qualité. Il a quand même fait quelques apparitions en Ligue 1. Puis avec la réserve, il a notamment pas un Touré, c'était l'un des buteurs. On sait qu'il a quand même beaucoup de qualité et on sait que le club va devoir compter sur lui, d'autant qu'il semble avoir une petite blessure. On ne sait pas trop est-ce qu'il sera opérationnel tout de suite. En tout cas, l'attaque n'est pas pléthorique sur le point de vue du FC Metz. Donc voilà, je suis très content qu'il ait marqué. Je serais très content qu'il émerge. Je serais très mécontent qu'on capitalise et on lui donne seulement à lui et à Elisor les clés d'attaque, de l'attaque du FC Metz. Mais oui, voilà, après Ndoukidi, je parlais de Guillaume Ditch tout à l'heure, ce que doit faire Ndoukidi et Atta, ils sont dans la position... S'il doit y avoir un effet positif de la descente du FC Metz en Ligue 2, c'est que ce genre de joueurs ne doivent pas se cacher. S'ils doivent émerger un jour dans le football de plus haut niveau, c'est là, c'est maintenant. Voilà. Ça fait 2 saisons qu'on les voit apparaître de façon plus ou moins récurrente. Alors, on aurait aimé certainement voir beaucoup plus Arthur Atta sous l'ère Bologna, mais c'est comme ça. Maintenant, si on doit le voir, Atta, c'est cette année. Parce que cette année, l'expérience, il commence à l'avoir. Les qualités, il les a. Vas-y gamin, prends les clés de cette équipe. Fais-nous ce qu'on fait des dizaines de joueurs avant toi dans cette histoire du FC Metz, c'est-à-dire sortir du centre de formation. Et à un moment donné, même si c'est jeune, prendre les clés du camion et montrer que ce centre de formation peut, aujourd'hui, c'était pas le cas les 5-10 dernières années, mais il y a un gros travail qui est initié depuis 3-4 ans. C'est pas Bertrand que je vais l'apprendre. Justement, la passe est belle là, pour Donc, Bertrand. voilà, le transfert de Mikotadze en est aussi un symbole. Le centre de formation recommence à prendre de l'épaisseur, et à Ndoukidi et à Arthur Atta de montrer que ça fonctionne aussi. Bertrand, ces profils que j'ai mentionnés, alors il n'y a pas que évidemment, mais ce sont ceux qui ont peut-être un peu plus crevé l'écran que d'autres. Ce sont des profils qui peuvent justement être assimilés à ce que Stéphane Le Vignant veut mettre en place selon toi. Ouais, et puis vous parliez de Morgan Bokele. Morgan... on en avait parlé un petit peu déjà, justement, parce qu'il avait été prêté à Épinal en hiver dernier. Il avait performé comme pas mal comme Ibou Sané finalement avec la réserve. Oui. Avant d'être prêté du côté d'Épinal, il passait de la Nationale 3 à la Nationale 1. Malheureusement, Épinal, ça n'a pas été dans leur sens à la fin de la saison, mais il a quand même réussi à découvrir une expérience qui finalement peut-être lui a servi dans cette préparation, parce que c'est un nom qui a commencé à revenir sur quelques lèvres. Ouais, je pense qu'à l'âge là, Morgan a 20 ans. C'est la génération 2004. Donc, c'était bien pour lui de partir un petit peu d'ici et de voir et de découvrir ce championnat-là. Donc, ça l'a sans doute aguerri. Et Morgan de ce que je me rappelle quand on était ensemble avec Laurent Aguazi sur les 19, il a cette insouciance, cette folie. Je pense que c'est un garçon qui peut surprendre, voilà, et amener un petit peu un plus à cette équipe qui a besoin de joueurs offensifs. Donc, Ibou Sané, s'il marque des buts, je rejoins Rémi. Un attaquant, quel que soit le niveau, c'est bien qu'il marque des buts parce que le capital confiance est très important et les buts. Quand vous les mettez, c'est qu'il y a quelque chose hormis si effectivement votre équipe est dans une possession exceptionnelle et qui vous dépose les ballons, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Donc c'est bien d'avoir des attaquants comme ça. Et la jeunesse, oui, effectivement, le centre de formation, c'est sa mission d'alimenter l'équipe professionnelle. Effectivement, ça a été plus compliqué il y a quelques années. Et donc là, si des jeunes peuvent émerger, les jeunes, ils émergent souvent, regardez, faites les statistiques, souvent quand on est en Ligue 2, forcément.
même si ce championnat est peut-être plus dur et plus difficile, peut-être que c'est aussi l'opportunité pour ces garçons-là. Donc maintenant, à eux effectivement d'avoir cette, je dirais, de bien gérer ce moment-là qui leur est offert, parce que effectivement à un moment donné, le train il passe et soit vous montez dedans, soit malheureusement il continue. Donc en espérant qu'ils amènent ce plus à cette équipe-là, mais c'est bien de s'appuyer sur les joueurs du cru et du département et de notre territoire, s'ils le sont. Maintenant, l'expérience, elle est aussi importante. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Et pour moi, c'est ça le FCMS. Enfin, je vais peut-être remonter à quelques années, mais quand je vois l'arrivée de Philippe Bercuis ou alors Fred Mérieux, des joueurs talentueux, expérimentés, mais il y avait des jeunes autour. Et ces jeunes-là, ils ont pu s'appuyer sur ces garçons-là. Donc, j'espère que le FCMS du futur, en tout cas celui de cette saison, va repartir sur l'expérience qui était la sienne par le passé. Jesse Leminguez et Fred Mérieux. C'est des gauchers. C'est annoncé ici en premier. Ah, j'en sais rien. Tu Faut pas lui mettre autant de pression. C'est Mérieux, ça. c'était tellement Attention. incroyable. Tu parlais, Bertrand, de revenir quelques années en arrière. Je vous propose de maintenant passer à une des nouveautés de cette année dans le Graoul Limac. Ce sont les chroniques. Et cette fois-ci, c'est Rémi qui va avoir le bal pour cette saison 2024-2025. Et toi, Rémi, tu vas remonter le temps de quelques années. Mais en ça, je te propose quand même de mettre au parfum un peu pour tout le monde. Je vous propose de passer tout de suite au Rémi historique. Rémi Storek, c'est le meilleur moyen de revenir sur les meilleures années du FCMS ou sur ces matchs qui ont impacté l'histoire du club. Et parce que voilà, on n'a pas trop ça que nous on voit les choses en grand, on passe de la Ligue 2 à l'Europe. Ouais, il y a 25 ans, le Football Club de Metz jouait son dernier match de Coupe d'Europe, donc on va revenir un peu là-dessus. Parce que ça y est, on peut dire que c'est terminé, on a enfin fini de s'extasier devant des types qui gagnent des médailles dans des disciplines à 4 licenciés, et voir des Kylian Sildilia médaillés d'argent, alors que chez nous, il avait à peine le niveau pour jouer à la plaine. C'est bon? C'est fini? Ah non, il reste les Jeux paralympiques. On va encore se farcir des mecs en fauteuil qui jouent au ping-pong. Sache, Stéphane, que j'ai pas attendu tes médailles pour me vautrer le cul dans une chaise au bord d'une table dans un camping. Bon. Bref, vive le foot, vive la Ligue 2, vive Martigues, vive Rodez, vive Frédéric Biancalani. Bon, allez, j'ironise un petit peu parce que, d'abord, j'ai beaucoup de respect pour Stéphane. Et puis, j'ai au moins autant aimé ces 2 semaines de JO qu'un piqué de Miko Tadze ou un départ de Pierre Dréossi pour quelque part très loin dans le monde. Alors, avant de parler du destin de Benjamin Tété et avant de m'asseoir sur des sièges pas encore tous en grenage, attends toujours, j'ai voulu nous offrir un sas de décompression. Donc j'ai voulu apporter une caisse de vin au début, histoire de lier connaissance avec Bertrand Antoine et les nouveaux chroniqueurs. Ouais, ça, tu l'as pas fait, finalement. Émeric m'a mis un stop. Ah merde. Et comme Émeric, c'est le patron de cette émission et que même s'il n'a pas la carrure d'Ismaël Traoré, il me fait un petit peu peur. Voilà. Oui, mais moi je le fais rire. Et ça, c'est important. Je me suis dit que j'allais parler d'Europe. L'Europe à Metz, Joël Muller et ses potes avaient su la banaliser dans la décennie des années 1990. La période qui m'a éveillé au football. Alors, c'est ma préférée juste avant le FCMS de Carlos Freitas. Je dis ça pour gratter un sense ball parce que je pense qu'il en a encore plein dans le coffre de sa voiture au Bertrand Antoine. Ou alors, ils se sont volatilisés avec le ballon d'or qu'on avait promis à Vincent Thiel. D'ailleurs, il était très bon. Il était très bon au sense ball, Vincent Thiel. Il était très bon sur le terrain aussi. Bref, les copains, ça fait un quart de siècle que le FCMS n'a pas affronté un adversaire européen. Bon, soyez pas sérieux, soyez sérieux. Me parlez pas du match contre le Torino. On a vu de toute façon que c'était plus confortable de mettre des tôles à la Jeunesse d'Esch ou Villefranche-Beaujolais, très beau nom de club, que de se frotter à des équipes comme ça. Quand t'es ceinture jaune au Judo Club de Bon-Saint-Martin, tu vas pas emmerder tes dirinneurs, voilà, même pour un combat amical. Donc la dernière campagne européenne du FCMS, elle date de l'été 1999. Juste un an après la seconde place la plus cruelle de l'histoire du football français, les Grenats sont 10e du championnat et se qualifient pour la Coupe Intertoto. Enfin, pas vraiment, parce que le PSG, qui doit jouer cette Coupe Intertoto, finalement ne la fait pas. Donc on va rappeler ce que c'était la Coupe Intertoto. C'est une compétition qui se jouait en juillet. Normalement, quand tout le monde regarde tranquillement Fort Boyard ou Interville, toi, tu te fais des matchs en Bulgarie pour peut-être jouer la Coupe de l'UEFA. C'était ça, la Coupe Intertoto. Donc, pour se qualifier en finale de cette Coupe, parce que Metz va quand même très loin dans cette édition 1999, Metz écarte successivement les Slovaques de Žilina, les Belges de Lokeren et les Polonais du Polonia Varsovie. Ça, si vous arrivez à les placer sur une carte, Ouais, c'est très fort. on peut essayer, on peut faire le jeu, mais l'occasion, c'est surtout de tester les nouvelles recrues sur le front de l'attaque. Nicolas Gousset, notamment, et surtout Christophe Bastien, qui est à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire du FCMS. L'international ukrainien Sergei Skachenko, qui arrivera durant cet été-là, arrivera un petit peu plus tard, donc il ne prendra pas part à cette campagne d'Intertoto.
voilà, c'est une équipe dans laquelle on retrouve toujours les très expérimentés Sylvain Castendush, Philippe Biaillot, Pascal Pierre. Et on notera notamment dans ce parcours une victoire 5-1 sur le Polonia Varsovie quand même, et une compétition quand même à 7 buts pour un Louis Saha qui fera une carrière un peu sympa par la suite et dans les années 2000. Mais surtout, Metz prend rendez-vous avec ce parcours avec West Ham en finale de cette Coupe Intertoto. Et là, fermez les yeux si vous ne connaissez pas l'histoire, imaginez un petit peu un stade londonien, imaginez il y a Rio Ferdinand, Marc-Vivien Foé, Paolo Di Canio, Frank Lampard. Dans ce match-là, avec ces mecs-là, il y a une talonnade de Fred Mérieux, une ouverture de Danny Boffin, une tête victorieuse de Louis Saha, un penalty de Frank Lampard arrêté par Letizy. C'est pas de la science-fiction, hein. C'est un truc qui a vraiment, J'allais dire, ta carte, c'est un truc qui a vraiment existé. Et un FC Metz qui repart d'Angleterre avec une victoire 1-0. Bon, pour l'anecdote, le penalty raté par Frank Lampard, il avait été concédé par un petit jeune à l'époque qui s'appelait Grégory Proman. Ah. Lui aussi a fait une carrière un peu sympa par la suite. Donc un Saint-Symphorien en retour, mais West Ham malheureusement douche les rêves de Coupe UEFA du FC Metz et l'emporte 3-1 avec des buts de Frank Lampard et Paolo Wanchope contre un but de Nenad Jestrovic qui avait laissé de bons souvenirs dans cette période-là à Saint-Symphorien. Donc c'était il y a 25 ans. Le FC Metz disait au revoir à l'Europe à l'été 99. Peut-être lui a-t-il dit adieu. Non. On ne sait pas. Parce que depuis... Non, il y a la Coupe de France maintenant, tu peux passer par là pour aller en Conférence League. Ouais, on essaie. C'est qu'il n'y a plus de coupe intertoto, le problème. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a, plus de plus cette coupe intertoto. Ouais. Puis en plus, on a quand même quelques images de ce match qu'on a retrouvé, parce que voilà, les réseaux ont fait un peu revivre cette rencontre aussi. On pourra peut-être les voir. On voit que, alors c'est pas forcément la diffusion TV qu'on peut retrouver, notamment cet été sur du côté de Moselle TV, mais voilà. Ah, vous n'avez pas la talonnade de Voilà un peu ce qui fait vibrer Rémi Alésine. Ouais, c'est fantastique. Stéphane, la Coupe d'Europe et le FC Metz, c'est deux mots qu'il faut avoir dans une même phrase encore au moins une fois, on va dire. Ah, écoute, un peu comme les JO à Paris. Non, mais moi, je vais te dire à quel point j'avais rêvé, parce que je me souviens quand même d'avoir été au match aller-retour quand on a joué Moucron. Je suis allé voir le match retour là-bas à Moucron, et puis je me souviens d'un Benfica de Lisbonne. Moi, j'étais à la fac, j'écoutais en fait dans la première mi-temps, j'avais cours, tu sais, parce qu'on a joué un petit peu plus tôt, en pleine semaine. Et on avait joué le Benfica, pas le Benfica, le Sporting, pardon. C'était en 96. Ça. Ouais. En 96. Et donc je sortais de la fac, j'ai écouté la première mi-temps, tu sais, dans la voiture, et puis la deuxième, j'étais au stade. Il y avait l'avènement de Didier Lang, arrière-gauche. Qui aurait pu imaginer que Didier Lang allait jouer arrière-gauche une fois dans sa vie, alors qu'il a fait toute sa carrière milieu de terrain. Et il a été recruté la saison d'après, en tant qu'arrière-gauche, au Sporting Lisbonne. Et il y a eu un but de Frédéric Arpinon à Lisbonne, pour la victoire de Metz 1-0. C'était un super joueur, Frédéric Arpinon. Ah oui, c'est un excellent joueur, bien sûr. Très bien. Mais vraiment un très très bon meilleur de jeu. Ouais. On lui souhaite la même carrière en tant que directeur sportif, notamment sur ce mercato. Bertrand, on va passer à la fin de cette émission. Maintenant, je vais quand même te poser une petite question. Est-ce que tu as réussi à faire des petites emplettes cet été? Parce que le FC Metz, c'est alors des nouveaux joueurs, des joueurs qui partent, mais c'est aussi des nouveaux maillots. Et oui, il faut en parler. 3 nouveaux maillots qui sont arrivés, dont un qui est à côté de Rémi avec ce beau Graoli qui peut plaire ou non à certains. Mais en tout cas, on est content de le revoir, ce bon Graoli. Mais nous, ici sur Moselle TV, pour marquer un peu le coup de la rentrée, alors on sait qu'en général, il est affiché en grand sur les cathédrales de Metz. Mais nous, on vous offre la possibilité de remporter bien ce maillot fleur du FC Metz, avec cette couleur un peu rose. C'est à gagner justement sur Moselle TV. Vous en avez eu l'habitude déjà l'année dernière. C'est très simple pour le gagner. Il faut envoyer foot au 7 17 17 et la photo après ce qui était prise en même temps. J'ai juste changé de polo. Bon, en tout cas, voilà, Bertrand, si quelqu'un autour de toi, je voudrais le gagner, eh bien, il y a moyen de gagner ces maillots-là. Je sais pas si toi, t'en as acheté un cette année de maillot. S'il y en a qui paie plus, qui te plaît plus que l'autre. J'ai pas eu le temps, pas encore. Au niveau d'achat du maillot de Metz. Peut-être qu'il y en a un qui te plaît plus que l'autre. Non, je vais attendre le début du championnat pour voir si... Il attend de voir qui peut le faire floquer, à quel numéro. C'est très stratégique. Non, moi, j'avais un maillot, j'avais gravé TT, je l'ai jamais porté. Donc, si quelqu'un peut... Sur eBay, il a en ce moment sur eBay porté par on peut le faire des Lui non plus, il n'a jamais porté ses propres maillots, Benjamin Tété. Donc, t'es pas le seul. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pour cette émission de reprise. J'aimerais vous dire qu'on se retrouve jeudi, on va se retrouver lundi prochain pour justement cette première journée de Ligue 2. Ce sera face à Bastia. Ce que vous avez vu là n'est que le commencement de ce nouveau Graoli. Évidemment, il y en aura encore beaucoup. Alors, coup de sifflet final pour cette émission. Mais la prochaine ne saurait tarder. Je vous propose qu'on se retrouve très vite sur Moselle TV.